Bonjour, notre sujet de présentation aujourd'hui est la diversité culturelle en Allemagne. Les membres de l'équipe sont Cathy Chamberlain-Tremblay, José Moria Hugaz, Christine Dorval, Noémie Desrosiers et Sarah Langevin. Cette présentation est dans le cadre du cours Relations humaines dans les affaires internationales. Donc voici le plan de la présentation. Premièrement, il y aura un descriptif de l'Allemagne, un retour historique, une mise en situation, une problématique soulevée, les dimensions culturelles, une comparaison des cultures d'entreprise Canada et Allemagne et pour terminer, des conseils pratiques. Donc, pour le descriptif d'Allemagne, en fait, voici quelques données. Il s'agit d'un pays de l'Europe de l'Ouest. C'est la première économie d'Europe et la quatrième puissance mondiale économique et troisième importateur mondial. Le pays a une superficie de 357 027 km² et une population de 82,8 millions d'habitants. La capitale est Berlin. Pour les religions, on y retrouve le catholicisme à 34%, le protestantisme à 34%, l'islam à 3,7% et autres et pas d'affiliation à 28,3%. Les secteurs d'activité du pays sont l'automobile, les productions agricoles, l'ingénierie mécanique, l'équipement électronique et électrique, les produits chimiques et le nucléaire d'ici 2022. Pour l'automobile, en fait, nous pouvons penser à Volkswagen, c'est un des plus grands secteurs industriels du pays. Donc, ensuite, un retour historique. On ne peut pas passer à côté de l'événement de la Deuxième Guerre mondiale dans l'histoire allemande. Elle s'est déroulée de 1939 à 1945. Elle a coûté la vie à plus de 40 millions de personnes. C'était Adolf Hitler au pouvoir depuis 1933 qui détient l'entière responsabilité fondamentale du conflit et c'était sous le mouvement nazi. Donc, à la suite de cet événement, le pays a dû subir une reconstruction économique et un principe de cogestion a été mis en place. Ce principe va être expliqué un petit peu plus tard dans la présentation. Il y a eu ensuite la division de l'Allemagne en 1949, la RFA à l'ouest où on retrouve les zones américaines, françaises et britanniques, et la RDA à l'est où on retrouve la zone soviétique. En 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin qui a permis la réunification de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest pour ainsi s'orienter vers une globalisation mondiale malgré quelques difficultés vécues. Pour terminer, en novembre 2008, l'Allemagne se déclare officiellement en récession. Donc, voici notre petite mise en situation. On souhaite faire une ouverture d'une filiale en Allemagne. Donc, un gestionnaire canadien est expatrié en Allemagne pour l'établissement de la nouvelle filiale pour une durée indéterminée. Notre problématique soulevée pour la présentation est la gestion de la diversité culturelle et l'adaptation à la culture allemande. Donc, on enchaîne avec les dimensions culturelles d'Hofstede. En fait, on ne pourrait pas passer à côté de ces diverses dimensions sans parler de celles-ci qui sont balisées sur une échelle de 0 à 100. Première dimension est l'indulgence, l'attitude face au plaisir. L'Allemagne, en fait, est un pays où la retenue est davantage pratiquée. Elle a un score de 40 sur l'échelle de Hofstede. On ne sort pas tellement des relations d'affaires, les relations personnelles restent à la maison. Il y a une tendance au cynisme et au pessimisme. Les Allemands ne mettent pas beaucoup l'accent sur les loisirs. Ils contrôlent leurs émotions et désirs. Leur rire est plutôt suspect. Il ne faut pas parler de la vie privée au bureau et il y a de la sévérité. Deuxième dimension est le temps, orientation à court ou long terme. Donc, le pays est orienté sur le long terme plutôt que sur le court terme. Il a un score de 83 sur l'échelle de Hofstede. C'est un pays pragmatique et monochronique. Il s'adapte facilement aux conditions changeantes. Il y a une forte propension à épargner et à investir. Dans l'obtention des résultats, l'économie et la persévérance sont de mise. Les décisions sont réfléchies. On ne revient pas sur une décision qui est prise. On perçoit le temps comme linéaire en faisant qu'une seule chose à la fois et on regarde vers le futur plutôt que le présent ou le passé. Et pour finir, les retards sont mal vus. La troisième dimension est la distance hiérarchique. Donc l'Allemagne est un pays détenant une faible distance hiérarchique.
Il a un score de 35 sur l'échelle de Hofstede. Les organisations sont très décentralisées. La classe moyenne est forte dans le pays. Il y a un style de communication direct et participatif. Le leadership est mis de l'avant. Il y a une promotion de l'initiative. La prise de décision est plutôt collégiale et les employés participent davantage au processus de décision. Le contrôle n'est pas bien perçu. L'égalité des personnes est prônée et il y a une délégation des responsabilités dans l'entreprise. Quatrième dimension, le niveau d'individualisme. Donc, l'Allemagne est un pays davantage individualiste que collectiviste. Il détient un score de 67 sur l'échelle de Hofstede. Il y a une forte croyance de la population dans un idéal d'auto-actualisation. La loyauté, le sens du devoir et les responsabilités sont basés sur les préférences personnelles des Allemands. La communication est très directe, avec comme idéal l'honnêteté même si elle fait mal. Donne une chance à la contrepartie d'apprendre de ses erreurs. L'individu est davantage autonome et indépendant, et il y a un relâchement des liens entre les individus. Cinquième dimension, masculinité et féminité. Donc, l'Allemagne est considérée comme une société davantage masculine que féminine. Il détient un score de 66 dans l'échelle de Hofstede. La performance est très appréciée. Le système scolaire allemand sépare les enfants dans différents types d'écoles dès l'âge de 10 ans. La population vit pour travailler. Les Allemands retirent beaucoup d'estime d'eux-mêmes par leurs tâches. Les gestionnaires doivent être décisifs et affirmés. Le statut de chacun est souvent démontré par les voitures, les montres et les appareils techniques. Donc, dernière dimension, le niveau de tolérance à l'incertitude. L'Allemagne se retrouve dans les pays qui tentent d'éviter l'incertitude. Il détient un score de 65 sur l'échelle de Hofstede. Il y a une forte préférence pour les approches déductives plutôt qu'inductives, que ce soit dans la réflexion, la présentation ou la planification. Il a une vue d'ensemble systématique qui doit être donnée pour continuer. Les détails sont importants pour créer la certitude qu'un certain projet ou sujet est bien pensé. Et il y a une préférence pour compenser leur plus grande incertitude par le fort appui sur l'expertise. Donc, ici, on peut voir les différences et similarités entre l'Allemagne et le Canada. Les similarités se retrouvent davantage dans la distance hiérarchique et dans la masculinité. Donc, je laisse la parole à Christine. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement des réalités de l'immigration en Allemagne, puisqu'elle représente un phénomène démographique important dans ce pays, ce qui va certainement influencer l'expatriation de notre gestionnaire. Alors, une première période importante se situe dans les années 1945 jusqu'en 1961, caractérisée par des bouleversements après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des expulsions, des rapatriements et une immigration de masse. En tout, plus de 3 millions d'Allemands fuient la dureté du régime socialiste de la RDA et partent s'établir à l'ouest. La fondation du mur de Berlin en 1961 et donc l'interdiction des Allemands de l'Est d'immigrer à l'Ouest entravant ce mouvement migratoire. Mais la RFA favorise ensuite l'installation d'immigrants turcs, russes, polonais, ukrainiens et tchèques attirés par la prospérité économique de l'État. En effet, entre 1955 et 1975, l'Allemagne de l'Ouest se démarque par le recrutement de travailleurs étrangers. Pendant ces années, il y a un principe de rotation prévu permettant à des travailleurs étrangers de rester travailler de 2 à 3 années en Allemagne avant de retourner dans leur pays d'origine. Le gouvernement ne voit donc pas l'intérêt d'implanter une politique d'intégration. C'est de ce principe que le terme Gastarbeiter, j'ai vraiment pas la langue allemande, travailleur hôte qui est né. Pendant ces 20 années, environ 14 millions d'étrangers viennent en RFA, pendant que 11 millions la quittent et rentrent dans leur pays d'origine. Cette rotation ne satisfont pas l'industrie puisque chaque travailleur qui rentre dans son pays part aussi avec un savoir, une expérience précieuse qui doit être nouvellement acquise par le nouveau travailleur. C'est la raison pour laquelle les entreprises demandent un allongement de la durée des séjours. Néanmoins, en 1973, en vue d'une crise pétrolière et économique, les entreprises arrêtent l'embauche de nouveaux travailleurs. Nombre d'étrangers perdent leur travail, à la suite de quoi la RFA leur retire leur permis, ce qui invalide ensuite leur séjour. Les immigrés doivent donc choisir entre 2 possibilités, rentrer au pays avec la perspective de ne plus jamais revenir ou rester durablement en RFA. Devant ce choix, la majorité des travailleurs étrangers décident de rester en Allemagne de l'Ouest et font venir leur famille. Dans les années 80, les étrangers deviennent un problème et le gouvernement tente de les encourager à retourner dans leur pays d'origine. Pendant longtemps, l'Allemagne refuse de voir la réalité en face qu'elle est devenue un pays d'immigration. C'est avec le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, qui laisse les frontières ouvertes. De très nombreux citoyens est-allemands se rendent alors en RFA.
Ensuite, les flux migratoires suite au conflit de guerre dans les pays de Balkans motivent le gouvernement allemand en 1992 à restreindre la législation du droit d'asile. Il invente un nouveau statut réfugié de facto pour ceux dont la vie est menacée par une crise qui secoue leur pays. Ces étrangers peuvent rester un temps non précisé en Allemagne, mais doivent rentrer dans leur pays après la fin de la crise. C'est en 1998, pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne fédérale, qu'il y a une déclaration publique que l'on est un pays d'immigration, ce qui nourrit les espoirs d'un changement de la politique d'immigration. En effet, quelques changements s'effectuent en 2000 avec le droit du sol permettant à un étranger né en Allemagne d'obtenir automatiquement la nationalité allemande. Et aussi, avec un taux de natalité qui chute depuis les années 70, l'Allemagne est désormais confrontée à un vieillissement de la population et un déclin démographique. Pour lutter contre ce déclin, les autorités comptent sur l'immigration, une meilleure reconnaissance des diplômes et des qualifications pour les étrangers. Ainsi, le gouvernement met en place plusieurs projets tels que le site web Make It in Germany pour encourager les travailleurs et les étudiants étrangers à venir s'installer en Allemagne. Il y a également l'introduction de la Blue Card en 2012 qui donne un titre de séjour pour un citoyen d'un État tiers dans un État membre de l'Union européenne dans le but d'une activité professionnelle. En 2015, la fuite des réfugiés fuyant la guerre au Moyen-Orient vers l'Allemagne prend une nouvelle ampleur. L'Allemagne fait donc face au plus grand afflux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à 10 000 personnes par jour franchissent les frontières provenant majoritairement de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Irak, du Soudan, de l'Afrique du Nord ou du Balkan. Sous la bannière de la chancelière Angela Merkel, l'Allemagne décide d'ouvrir les portes aux réfugiés, accueillant des milliers de migrants. Aujourd'hui, l'Allemagne fait face au défi de l'intégration des réfugiés. Les migrants ont des conceptions culturelles différentes et doivent comprendre comment fonctionne le marché du travail allemand. Le pays souffre donc d'un grand problème démographique et les entreprises allemandes ont vu le côté positif face à l'arrivée d'étrangers. Cependant, l'apprentissage de la langue allemande reste une problématique majeure. D'où le récent vote d'une loi d'intégration permettant d'encadrer les réfugiés dans l'apprentissage de la langue afin de les former professionnellement. Malgré une opinion publique qui tend à penser que les immigrants coûtent très cher au niveau des allocations sociales, le ministère prévoit un bénéfice économique sur le long terme. Finalement, un peu une petite critique de cette loi demeure puisqu'elle tend à négliger l'état psychologique des réfugiés en les poussant rapidement à la formation éducative et professionnelle. Maintenant, je vais vous parler de la gestion de la diversité religieuse en Allemagne, qui fait aussi un lien là, avec l'immigration. Alors, c'est-à-dire les réalités de l'immigration mènent naturellement à de nouveaux défis que doivent faire face de nombreuses entreprises. Ces évolutions remettent en question l'équilibre biconfessionnel protestant-catholique qui a longtemps été considéré comme une dimension essentielle de l'identité collective allemande. Cependant, plusieurs facteurs ont durablement modifié le paysage religieux au cours des dernières décennies. À l'issue de la réunification, il y a eu une progression spectaculaire des personnes sans confession, c'est-à-dire non-croyants. Cette augmentation s'explique notamment par l'essor sans précédent des sorties d'église au sein du catholicisme et du protestantisme au lendemain de la chute du mur. Le vieillissement de la population et les scandales de pédophilie au sein du catholicisme, notamment dans les régions sud de l'Allemagne, ont également contribué à l'absence de confession religieuse. Ainsi, le pays est en voie de sécularisation, c'est-à-dire un passage des valeurs du domaine du sacré dans le domaine du profane. Sans le sens sacré, on parle plutôt d'objets du patrimoine, de lieux de socialisation et ainsi de suite. On observe également l'effet de la mondialisation et des flux migratoires menant à une diversification des religions. Avec l'immigration, l'islam gagne en importance dans la vie religieuse. Le nombre de musulmans en Allemagne, originaires de 50 nations, est estimé à quelques 4 millions, majoritairement issus de l'immigration turque. Des communautés musulmanes importantes se sont formées dans nombre de villes. La Conférence allemande de l'islam donne depuis 2006 un cadre officiel aux échanges entre l'État et les musulmans. Aussi, la vie juive en Allemagne, totalement anéantie après l'Holocauste, a connu une renaissance avec les immigrants venus des anciennes républiques soviétiques après la fin du conflit Est-Ouest. Aujourd'hui, environ 200 000 juifs vivent en Allemagne. Et enfin, on dénombre actuellement environ 250 000 bouddhistes, environ 165 000 témoins de Jéhovah et près de 100 000 hindous et une multitude de groupes confessionnels minoritaires. Alors, l'Allemagne n'a pas de religion officielle. Les rapports entre l'État et la religion se fondent sur la liberté de religion garantie par la loi fondamentale, sur la séparation de l'État et de l'Église, comprise comme la neutralité de l'État en matière de philosophie religieuse et sur le droit à l'autodétermination des communautés religieuses. L'État et les communautés religieuses coopèrent sur une base partenariale. Ça veut dire que l'État contribue au financement des écoles gérées par les communautés religieuses.
mais les églises prélèvent un impôt de culte perçu par l'État pour financer leurs services sociaux. Les écoles enseignent la religion comme matière régulière et l'enseignement de l'islam se développe. Quelques 7000 enfants et adolescents musulmans sont scolarisés en Allemagne. Ainsi, les entreprises et les autorités publiques doivent tenter de concilier la protection de la liberté de conscience et de religion, le principe de neutralité de l'État et l'égalité de traitement de toutes les communautés religieuses. Maintenant, je vais passer la parole à Josie. Alors, dans la culture d'entreprise en Allemagne, on peut premièrement s'intéresser à la cogestion allemande. C'est un type de gestion très populaire en Allemagne et qui est mise de l'avant par des lois. Elle fait en sorte que les employés de l'entreprise aient leur mot à dire sur la gestion de l'entreprise et prennent une place plus importante au sein de celle-ci. Par la suite, on peut mentionner qu'en Allemagne, le contrôle ne passe pas par une hiérarchie comme c'est généralement le cas, mais plutôt par une division claire des responsabilités de chacun. Cela fait en sorte que la standardisation, les protocoles, les règles et les structures formelles sont des notions importantes dans la culture d'entreprise de ce pays. Dans le cas du Canada, la culture d'entreprise est marquée par la présence de deux groupes linguistiques qui ont des méthodes de gestion différentes. Ensuite, l'individualisme marque fortement la culture d'entreprise au Canada. Ainsi, l'initiative individuelle est très encouragée et les récompenses tendent à être individuelles plutôt que collectives. Finalement, les différents niveaux hiérarchiques communiquent très facilement au Canada et cela facilite les échanges d'informations. On peut par la suite s'intéresser aux avantages et aux inconvénients des différentes cultures d'entreprise. Dans le cas du Canada, on peut dire qu'il y a une division claire entre la vie professionnelle et la vie privée, que les exigences élevées favorisent la performance individuelle et qu'elle encourage l'optimisme et la recherche du bonheur. Parmi les inconvénients, on peut dire que, selon Statistique Canada, 60% des cas d'épuisement professionnel sont causés par la culture d'entreprise, et cela principalement dû à cause du stress. Ensuite, il y a des différences marquées entre les anglophones et les francophones, ce qui fait qu'il y a différentes façons de faire au sein d'une même ville ou d'une même province. Concernant les avantages allemands, il y a une excellente communication entre les différents niveaux hiérarchiques. Il y a une bonne conciliation des intérêts des différents acteurs, c'est-à-dire entre les employés et les employeurs. Cela fait aussi qu'il y a une bonne concertation en temps de crise, notamment à cause de leur méthode de gestion. Concernant les inconvénients, selon les organisations patronales allemandes, les employés ont parfois beaucoup trop de pouvoir face aux gestionnaires, ce qui rend les négociations difficiles. Et de plus, les restructurations sont aussi beaucoup plus difficiles à faire parce qu'il faut justement tenir compte à la fois de ce que veulent les employeurs, mais aussi les employés, ce qui peut venir réduire la compétitivité d'une entreprise. Par la suite, comme conseil pratique pour quelqu'un qui souhaite travailler en Allemagne, on peut dire que les Allemands ont le goût du travail bien fait, sont disciplinés et respectent les procédures à la lettre. La gestion du temps est aussi une notion importante dans ce pays, tout comme la séparation entre le travail et le loisir. On peut donc conclure que les Allemands sont assez pragmatiques dans leur culture d'entreprise. Je laisse maintenant la parole à Christine qui nous parlera de la conception du travail en Allemagne. OK. Alors, pour la conception du travail, il y a plusieurs facteurs de motivation. On parle surtout de rentabilité, d'efficience, de performance, de fiabilité et d'efficacité. Les stratégies se traduisent par la maximisation du temps de présence au travail, par bien gérer son temps et les priorités, établir des objectifs clairs et précis, éviter les activités sans valeur ajoutée, le respect des délais et des horaires et le rester formel dans les interactions. Alors, dans le fond, les Allemands perçoivent le travail comme une activité qui doit être extrêmement rentable. Il faut être à l'heure et rentable. Il faut produire vite et bien pour se dégager du temps avec la famille, puisque rares sont ceux qui restent tard au bureau. Un dîner d'affaires qui se poursuit tard est une perte de temps et rattraper ce temps le soir est inconcevable. D'où l'importance de rentabiliser le plus possible le temps de présence au travail. Les journées de travail sont studieuses et sérieuses. Il faut bien planifier les réunions et l'ordre du jour. Mais souvent, on dit que le plus court, c'est le mieux.
Le manager, le gestionnaire devrait également pas se surprendre si les marques d'affection, les relations amicales sont rares dans son travail. Ce n'est pas un indice d'appréciation au nom de la personne, c'est le boulot tout simplement. En effet, la dimension masculinité est assez élevée. On valorise la compétition, la réussite et le succès est important. Ce sont les facteurs de motivation les plus dominants au travail et le gestionnaire devrait s'en servir comme levier. Les Allemands sont aussi très axés sur l'efficience. Il faut atteindre les objectifs avec le moins d'efforts possible. C'est pour cela qu'on s'appuie sur des processus et des procédures qui ont fait leurs preuves. Les Allemands apprécient également la rigueur, c'est-à-dire des objectifs clairs et orientés sur l'atteinte d'un but commun. Ils ont une faible tolérance à l'incertitude, donc vaut mieux être bien préparé avec un plan d'action clair et des objectifs précis. Ils sont aussi très linéaires dans l'organisation du temps. Il y a un fort cloisonnement entre chaque activité de l'entreprise, expliquant ainsi la forte séparation entre le travail et les loisirs. Puis aussi, il y a une rigueur qui supprime le report de tâches. C'est pourquoi on planifie largement en avance. Si on travaille trop, c'est qu'on n'est pas efficace. Et si c'est pas assez, c'est un manque d'intérêt ou on laisse aller. Alors, il faut faire attention. Maintenant, pour les autorités relations au travail, il faut surtout adopter un style de management axé sur le leadership participatif, favoriser l'établissement d'objectifs qui émanent d'un consensus, favoriser la résolution de problèmes, prioriser, diviser un problème en plusieurs composantes et trouver une solution pour chaque composante. Il faut aussi miser sur les forces de chacun et valoriser le partage des connaissances. Il faut surtout rester formel dans les relations, garder une ouverture d'esprit par rapport aux relations, favoriser des sorties après le travail si on veut connaître les collègues et se rappeler qu'il faut s'adapter à eux et non l'inverse. Alors, en gros, on ne recherche pas quelqu'un qui a trop de pouvoir, puisque depuis 1945, il reste quand même un certain traumatisme. On cherche plutôt un consensus ou l'atteinte collective d'un objectif. Tout le monde travaille ensemble pour l'atteinte d'un but commun. Au Canada, en réunion, le chef d'équipe se fait souvent briefer, il va tout seul à la réunion. En Allemagne, les spécialistes accompagnent le chef à la réunion. Il vaut mieux laisser la place à chacun de faire valoir ses connaissances ou ses spécialités. Le patron n'est pas là pour tout connaître, tout s'approprier. On valorise le partage et la mise en commun pour atteindre des objectifs communs. Et mieux vaut être accompagné de spécialistes que de sortir de son cadre de référence. Un autre conseil pour notre gestionnaire est le fait qu'il vaut mieux rester formel dans les relations. La familiarité n'est pas conseillée. Il faut rester cordial, précis, démontrer de la considération. Les démonstrations plus amicales sont réservées pour les 5 à 7, par exemple. Cela fait des relations plus strictes, mais plus transparentes. D'ailleurs, les Allemands apprécient la transparence et sont capables de cloisonner les relations au travail et dans le privé. Par exemple, malgré une réunion animée dans le jour, ils désirent tout de même aller prendre une bière en terminant la journée, comparativement aux Canadiens pour qui leur rôle professionnel est une extension de leur vie personnelle et qui ont parfois de la difficulté à faire une coupure entre les deux. De plus, dans les négociations, ils sont plutôt méfiants, ils ne montrent pas leurs émotions. Il ne faut pas s'attendre à des démonstrations d'affectation, comme je l'ai dit. Enfin, un petit conseil en terminant, si vous voulez faire affaire en Allemagne, ne montez pas votre pitch de vente sur une bonne impression ou pour suivre une tendance. Les négociations sont complexes, il faut être précis, avoir un franc-parler et être axé sur les objectifs et résultats. Il faut mettre de l'avant les aspects financiers et techniques et démontrer que nous avons un plan solide et des prévisions basées sur une analyse rigoureuse des risques. Il faut adopter une conduite dans les règles de l'art. Des questions? Alors, on vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.